En 2005, des chercheurs de l'Université de Londres ont étudié les effets des interruptions constantes provoquées par les emails et les messages sur des travailleurs. Le résultat a beaucoup circulé à l'époque, parfois de manière exagérée, mais l'expérience soulevait déjà une question qui est devenue centrale 20 ans plus tard. Que se passe-t-il lorsque notre environnement exige en permanence que nous interrompions une activité mentale pour en commencer une autre? Aujourd'hui, cette question ne concerne plus seulement le bureau. Nous interrompons une vidéo pour lire les commentaires. Nous regardons notre téléphone pendant un film. Nous ouvrons un article, parcourons quelques paragraphes, puis cherchons directement la conclusion. Nous accélérons les podcasts. Nous regardons des vidéos en vitesse 1,5 ou 2. Et lorsqu'une explication prend trop de temps pour arriver au point principal, nous ressentons rapidement une forme d'impatience. Le problème n'est pas simplement que nous sommes distraits. Quelque chose de plus profond est peut-être en train de changer. Notre tolérance à l'effort intellectuel prolongé. Et cela pourrait avoir des conséquences directes sur notre capacité à penser de manière critique. En 1972, les psychologues Walter Mischel, Ebbe Ebbesen et Antoinette Zeiss publient une expérience devenue célèbre sur le délai de gratification chez les enfants. Le principe est aujourd'hui connu. Accepter une petite récompense immédiatement ou attendre pour obtenir une récompense plus importante. Les interprétations populaires de cette expérience ont souvent été simplifiées et des travaux ultérieurs ont montré que le comportement des enfants dépend également de facteurs comme le contexte et la confiance dans l'environnement. Mais l'expérience met en lumière une caractéristique importante du comportement humain. Attendre a un coût psychologique, et il existe un équivalent intellectuel de ce problème. Une explication simple donne une récompense rapide. Une explication complexe demande du temps. Un slogan est compris immédiatement. Un raisonnement sérieux peut exiger 10 minutes avant que sa conclusion devienne claire. Un titre nous donne l'impression de savoir ce qui s'est passé. Une enquête de 20 pages nous oblige à supporter une période pendant laquelle nous ne savons pas encore exactement quoi penser. Or, la pensée critique vit précisément dans cet intervalle. En 2019, une méta-analyse dirigée par Virginia Clinton a examiné des recherches comparant la compréhension de textes lus sur papier et sur écran. Le résultat général indiquait un avantage relativement faible, mais significatif du papier, pour la compréhension dans certaines conditions. D'autres travaux ont également suggéré que ce que les chercheurs appellent parfois le Screen Inferiority Effect dépend du contexte, du type de texte, du temps disponible et de la manière dont nous lisons. Il serait donc absurde de conclure qu'un écran nous empêche de comprendre. Ce qui est intéressant se trouve ailleurs. Le support et le contexte peuvent influencer notre manière d'aborder un texte. Sur un écran connecté, la lecture existe au milieu d'autres possibilités. Une autre page, un message, une recherche, un commentaire, une vidéo. La lecture devient une activité qui doit continuellement gagner le droit de continuer. Et cela favorise une question silencieuse. Est-ce que cela vaut encore mon attention? Un livre fermé ne propose presque rien d'autre. Une page connectée propose constamment une sortie. Ce problème paraît très moderne, mais l'histoire des médias montre que nos habitudes mentales ont déjà été transformées plusieurs fois. Au XIXe siècle, le télégraphe bouleverse la circulation de l'information. Avant lui, la vitesse d'une information dépendait largement de la vitesse du transport physique. Le télégraphe sépare brutalement les deux. Une information peut désormais voyager beaucoup plus vite
que les personnes et les objets. Cela transforme le journalisme. Les nouvelles provenant de lieux éloignés deviennent immédiatement intéressantes, même lorsqu'elles ont peu de conséquences pratiques pour le lecteur. Au XXe siècle, la radio puis la télévision accélèrent encore cette transformation. Le temps médiatique devient plus rapide. L'information doit continuellement céder sa place à l'information suivante. Mais Internet ajoute quelque chose de différent. Le lecteur lui-même contrôle maintenant la vitesse de remplacement. Si une chose devient ennuyeuse, il n'est plus nécessaire d'attendre. Un mouvement du doigt suffit. Cette différence semble minuscule. Elle ne l'est pas, parce qu'elle transforme l'ennui en problème immédiatement soluble. En 2014, des chercheurs de l'Université de Virginie, dont Timothy Wilson, publient une série d'expériences sur ce que les gens font lorsqu'ils sont laissés seuls avec leurs pensées. Dans l'une des expériences les plus médiatisées, certains participants préféraient s'administrer eux-mêmes une stimulation électrique désagréable plutôt que de rester simplement assis sans activité extérieure pendant quelques minutes. Cette expérience a souvent été transformée en une caricature. Les humains préfèrent à la douleur à la pensée. Ce n'est pas exactement ce que démontrent les études. Mais elles montrent quelque chose de plus intéressant. Rester seul avec ses pensées n'est pas nécessairement agréable. Notre cerveau cherche de la stimulation. Pendant presque toute l'histoire humaine, cette stimulation n'était pas disponible instantanément. Attendre un train signifiait parfois attendre. Marcher signifiait marcher. Faire la queue signifiait observer les personnes autour de soi ou simplement ne rien faire. Aujourd'hui, une grande partie de ces espaces intermédiaires peut être immédiatement remplie. Quelques secondes d'attente suffisent pour sortir le téléphone. Le problème n'est pas moral. Personne ne devient moins intelligent parce qu'il regarde son téléphone dans une file d'attente. La question est cumulative. Si chaque moment de faible stimulation est immédiatement éliminé, quand pratiquons-nous encore la capacité de rester mentalement présent sans récompense extérieure? Essayez de lire un livre difficile pendant 1 heure. Les 10 premières minutes peuvent être les plus pénibles. Vous relisez une phrase. Votre esprit part ailleurs. Vous pensez à autre chose. Puis, progressivement, quelque chose change. Le contexte se construit. Les concepts commencent à se connecter. Vous cessez de lire uniquement des phrases et commencez à suivre une structure. Ce phénomène n'a rien de mystérieux. Une activité intellectuellement exigeante demande que nous maintenions suffisamment d'informations actives pour construire des relations entre elles. C'est particulièrement important lorsqu'un problème possède plusieurs étapes. Comprendre un argument philosophique, une démonstration mathématique, une enquête historique ou un article scientifique demande plus qu'une succession de petites informations indépendantes. Il faut conserver le début pendant que nous avançons vers la fin. Les interruptions perturbent ce processus. Des recherches sur le task switching montrent depuis longtemps que passer d'une tâche à une autre entraîne généralement des coûts de performance, particulièrement lorsque les tâches exigent un contrôle cognitif. Même lorsque le changement semble instantané, notre cerveau doit reconfigurer ce qu'il est en train de faire. À petite échelle, le coût paraît insignifiant. À l'échelle d'une journée entière, il devient une manière de travailler médiate. La chercheuse Gloria Mark, de l'Université de Californie à Irvine, étudie depuis des années l'attention dans les environnements de travail numérique. Dans ses observations, le temps moyen passé sur un écran avant de basculer vers une autre activité a considérablement diminué au fil des années. Ces travaux récents ont popularisé un chiffre d'environ 47 secondes de temps moyen sur un écran
avant un changement d'attention dans certains contextes observés. Ce chiffre ne signifie pas que l'être humain moderne ne peut se concentrer que 47 secondes. Cette interprétation serait incorrecte. Il décrit un comportement observé dans certains environnements numériques, pas une limite biologique universelle. Mais justement, c'est ce qui le rend intéressant. Si nous sommes capables de nous concentrer plus longtemps, mais que notre environnement nous conduit à changer constamment d'activité, le problème n'est pas une disparition biologique de l'attention. C'est une transformation de nos habitudes. Nous savons encore nous concentrer. Nous passons simplement une partie croissante de notre temps à pratiquer autre chose. Pourquoi l'attention profonde serait-elle liée à la pensée critique ? Parce que certains raisonnements ne peuvent pas être compressés sans perdre quelque chose d'essentiel. Prenons une statistique. La criminalité a augmenté de 20%. Cela semble clair. Mais pour comprendre ce chiffre, il faut poser plusieurs questions. Quelle criminalité? Sur quelle période? Dans quelle région? En nombres absolus ou par habitant? Quelle est la source? La méthode de collecte a-t-elle changé? Quelle était la valeur initiale? Un passage de 5 cas à 6 représente également une augmentation de 20%. Le chiffre n'était pas faux, il était incomplet. Et découvrir ce qui manque exige du temps. C'est là que la vitesse devient un problème intellectuel. Plus vite nous devons former une opinion, moins nous pouvons examiner les conditions qui rendent une affirmation vraie, fausse ou trompeuse. Lorsque Charles Darwin publie On the Origin of Species en 1859, il ne présente pas sa théorie en 3 phrases. L'ouvrage accumule observations, objections, exemples, difficultés et réponses. Darwin consacre même un chapitre entier aux difficultés de sa théorie. C'est une caractéristique importante du raisonnement sérieux. Une bonne idée n'est pas simplement une conclusion. Elle doit survivre à ses propres problèmes. Aujourd'hui, une grande partie du débat public fonctionne dans la direction inverse. Nous rencontrons d'abord la conclusion, puis quelques arguments sélectionnés pour la soutenir. Le format court n'est pas nécessairement responsable de mauvaises idées. On peut exprimer une vérité en 10 secondes, mais on ne peut pas toujours démontrer pourquoi elle est vraie en 10 secondes. Cette distinction est essentielle. Une explication courte possède un avantage psychologique. Elle semble complète. Une explication longue révèle souvent davantage de complications. C'est pourquoi les véritables spécialistes utilisent fréquemment des expressions frustrantes. Cela dépend. Dans certaines conditions, les données sont encore limitées. Ce n'est pas nécessairement de l'indécision. Dans les problèmes complexes, la précision exige souvent des conditions. Mais ces conditions coûtent de l'attention. Et dans un environnement où chaque seconde doit justifier sa présence, la nuance part avec un désavantage. Le résultat est un paradoxe. Nous avons accès à davantage d'informations que n'importe quelle génération précédente. Mais l'abondance elle-même crée une pression pour traiter chaque information plus rapidement. Le problème n'est donc plus seulement d'obtenir l'information. Il est de rester suffisamment longtemps avec elle pour la comprendre. Il serait facile de terminer cette histoire en désignant un coupable. Le téléphone, les réseaux sociaux, les vidéos courtes. Mais ce serait précisément le genre d'explication simplifiée que nous venons de critiquer. Les mêmes technologies permettent d'accéder à des bibliothèques, des cours universitaires, des archives historiques, des conférences et des publications scientifiques. Le problème se situe dans la relation que nous développons avec la vitesse. Nous commençons à considérer toute résistance comme un défaut. Si un texte est difficile, nous cherchons un résumé. Si une vidéo est lente, nous l'accélérons. Si une réponse demande du contexte, nous demandons la conclusion. Si quelques secondes deviennent ennuyeuses, nous les remplissons. Chacune de ces décisions est insignifiante.
Ensemble, elles peuvent produire une habitude, l'impatience devant tout ce qui exige un effort mental prolongé. Il existe une manière très simple de tester cette hypothèse. Prenez un texte difficile, pas un texte que vous devez terminer, un texte que vous voulez réellement comprendre. Lisez pendant 45 minutes, sans changer d'activité. Au début, observez simplement ce qui se passe. Combien de fois ressentez-vous l'impulsion de vérifier quelque chose? Combien de fois voulez-vous sauter un passage? Combien de fois votre cerveau cherche-t-il une autre stimulation? Cette impulsion est intéressante, parce qu'elle révèle la différence entre notre capacité physique à rester assis devant une tâche et notre tolérance psychologique à le faire. Si 45 minutes semblent extrêmement longues, ce n'est pas une preuve que votre cerveau est endommagé. C'est peut-être simplement une compétence moins pratiquée. Et une compétence moins pratiquée peut être entraînée. En un siècle et demi, nous sommes passés d'un monde où l'information voyageait à la vitesse des transports à un monde où des milliers de nouvelles informations peuvent atteindre une personne en quelques heures. Nous avons gagné quelque chose d'extraordinaire, l'accès. Mais l'accès n'est pas la compréhension. La compréhension exige encore certaines choses que la technologie n'a pas réussi à accélérer complètement. Lire, comparer, maintenir plusieurs idées en tête, tolérer une contradiction, revenir en arrière, examiner une preuve, et parfois passer une heure sur un problème sans obtenir immédiatement une réponse. La menace pour la pensée critique n'est donc peut-être pas que nous soyons devenus incapables de penser. Elle est plus banale. Nous sommes devenus impatients avec le temps nécessaire pour bien penser. Et si c'est vrai, récupérer notre attention ne consiste pas à revenir dans un monde sans technologie. Cela consiste à retrouver une capacité beaucoup plus ancienne. Rester avec une idée suffisamment longtemps pour découvrir qu'elle est plus compliquée qu'elle n'en avait l'air.